Ce webinaire, on a pour intention, pour ambition, de vous donner quelques clés de compréhension sur ce qu'est un système de pilotage, comment on s'y prend, quelques bonnes pratiques et quelques écueils à éviter. Et avec également pour objectif de vous présenter de manière assez concrète ce que peut faire Smartsheet en la matière pour vous permettre de monter en maturité sur le pilotage de projet. Pour nous présenter rapidement, Martha, je te laisse démarrer. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Moi, je suis Martha, je travaille directement dans la boîte de Smartsheet et je suis manager de tous nos partenaires ici à EMEA d'un point de vue technique. Aujourd'hui, je vous présenterai une démo de mon côté du système. Et donc, rebonjour à tous. Donc, moi, je suis Benjamin Ellenbogen, je suis directeur associé chez Isis. On va vous présenter nos structures très rapidement juste après. Et moi, j'ai en charge la practice chez nous qui est autour du pilotage des organisations, dans laquelle je baigne depuis de nombreuses années maintenant. À noter que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. Alors, on essaiera de les capter en live si on peut, mais on aura un temps à la fin du webinaire qui durera environ 40 minutes là, pour évidemment s'efforcer d'y répondre en séance. Un petit point sur nos structures respectives. Juste un petit mot sur Isis. Isis, c'est un cabinet de conseil expert sur la mise en place de systèmes décisionnels et de collaboration, en partie en s'appuyant sur les outils numériques. Donc, nos deux domaines d'expertise, c'est vraiment à la fois le pilotage, comment on aide des organisations à se structurer, à monter en maturité sur des problématiques de pilotage, au travers de méthodes, au travers d'outils et de pratiques, et une verticale sur l'écosystème de la santé et du social qu'on a monté il y a une dizaine d'années maintenant, avec cette volonté à la fois de transposer ces expertises qu'on a sur le pilotage dans ce secteur-là, mais d'avoir un impact également sur les actions que peuvent avoir nos consultants. On existe depuis 2007, on est un peu moins de 40, on a plus de 200 références clients et on fait environ 4 millions de chiffre d'affaires. Juste rapidement, le type de mission qu'on fait, on travaille sur les sujets de stratégie digitale pour les organisations. Donc, on peut être amené à intervenir pour définir des schémas directeurs stratégiques des systèmes d'information, pour définir des stratégies d'innovation également, pour travailler sur des feuilles de route pour réussir à mieux piloter dans certaines organisations les activités de ces organisations, également sur des schémas directeurs, des feuilles de route e-santé régionales ou territoriales. Donc là, on est plus sur des actions de conseil. On intervient également pour construire les dispositifs de pilotage en tant que tels, à la fois en définissant ce qui va constituer le pilotage, un modèle de pilotage, on y reviendra tout à l'heure, aider les clients à faire des choix de plateforme, de solutions. On parle d'urbanisation du système d'information de pilotage. Là aussi, c'est un concept qu'on développera tout à l'heure. Et on se retrouve à être intégrateur également de certaines solutions comme Smartsheet, où on met en œuvre directement ces solutions-là. Et puis ensuite, on a des prestations pour aider nos clients à opérer ces dispositifs avec des fonctions de type PMO, par exemple. Martha, je te laisse dire un mot sur Smartsheet. Merci. Donc, Smartsheet, c'est devenu une entreprise milliardaire juste il y a quelques mois, plus ou moins 6 mois maintenant. On travaille avec des centaines de clients dans des différentes régions du monde et aussi des industries très variées. Donc, on a une grande présence dans l'industrie de construction, de finance aussi, et une grande présence aussi dans ce qui est la pharma. Et moi, je couvre spécifiquement EMEA, mais on est aussi présent en APAC et évidemment aux USA. Et pour vous expliquer un tout petit peu une introduction sur la plateforme, on est au cœur de Smartsheet, une plateforme qui est pour la gestion collaborative, pour gérer le travail et aussi vos projets d'un point de vue du niveau portfolio jusqu'au projet individuel, passant par vos différents programmes ou départements, dépendant de comment vous vous organisez. Et tout comme la majorité des entreprises SaaS, on vient de aussi introduire il y a quelques mois
nos habilités d'intelligence artificielle. Donc, on est bien actualisé avec le marché sur ce côté-là. Okay. Et d'un point de vue de la plateforme spécifiquement, je vous donne ici quelques exemples et aussi les différentes options d'intégration qu'on offre ici à Smartsheet. Donc, on travaille au cœur de Smartsheet avec les feuilles. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui sont familiers avec Excel, par exemple, la vue, c'est similaire à Excel, ce qu'on va voir aussi dans la démo, mais avec des automatisations qui sont en train de travailler pour assurer que votre data est en temps réel sur ensuite vos rapports et vos tableaux de bord. Okay. Et ensuite, pour gérer les demandes qui pourront venir d'en dehors de vos entreprises, on a aussi l'option des formulaires qu'on peut publier et partager avec des personnes externes pour recevoir des demandes directement sur des feuilles et ensuite en temps réel sur des rapports et des tableaux de bord. En ce qui concerne les intégrations, on a toutes les intégrations que vous voyez ici en bas. On s'intègre directement avec Microsoft 365, Google, Slack et d'autres qui ne sont pas mentionnés ici. Donc ça, c'est juste une première vue. Merci Martha. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce webinaire, d'abord, juste un petit mot pour expliquer à qui il s'adresse plus particulièrement. Alors, on a essayé de le faire valoir dans le titre du webinaire, mais on a des organisations aujourd'hui qui ont des niveaux de maturité assez importants sur le pilotage, qui sont très processés, qui ont mis en place des méthodologies particulières, etc. Quand on prend une courbe de maturité, c'est souvent des organisations qui sont sur des niveaux 4 ou 5. On pourrait discuter de la pertinence de cette échelle, mais en gros, le webinaire, là, aujourd'hui, s'efforce de se focaliser sur des organisations qui veulent monter en maturité, mais qui n'ont pas un niveau de maturité très avancé sur les pratiques de pilotage. Alors, je ne parle pas de pratiques de pilotage de projet exclusivement, parce que tout n'est pas projet, mais en tout cas, pour ce qui est des fondamentaux du pilotage, on va s'efforcer aujourd'hui de vous donner quelques clés de lecture pour pouvoir commencer à mettre un pied à l'étrier ou améliorer éventuellement certaines pratiques que vous auriez cherché à déployer. Mais c'est vraiment ce focus-là qu'on va faire aujourd'hui pour des organisations qui veulent monter en maturité, mais qui ne sont pas à des niveaux de maturité très importants. Rapidement, quelques constats d'abord qu'on veut partager avec vous. On a un certain nombre de difficultés qui sont observées dans les organisations aujourd'hui depuis de nombreuses années, hein, c'est pas nouveau, qui sont de deux grandes natures, à la fois des difficultés opérationnelles dans la fabrication des projets, dans l'exécution, des problématiques de clarté sur les objectifs, de dérive, vous en avez probablement dans vos organisations, de temps important pour constituer des reportings et expliquer ce qu'on fait, sur des problématiques d'affectation de ressources, de priorisation de tâches. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui existent, qui sont des difficultés auxquelles sont confrontées les organisations. On a également des difficultés qui sont liées à la gouvernance même des organisations, sur la clarté de la façon dont une organisation va arbitrer, lancer un projet, le fait qu'elle s'assure d'octroyer correctement les moyens, que cette organisation, sur des fonctions un peu transverses, ait une vision, pas temps réel, mais une vision à peu près claire de l'avancement des projets, des difficultés qui sont en place, du fait que ces projets-là ont été lancés de manière, je dirais, synchronisée avec une stratégie d'entreprise, donc alignée stratégiquement avec les objectifs de l'entreprise. Donc, toutes ces difficultés-là font qu'à un moment donné, on a des organisations qui se disent il faut qu'on se structure à la fois sur notre cadre de gouvernance et sur la façon qu'on a de gérer opérationnellement les projets. Si on rajoute à ces difficultés-là le cadre de transformation dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les organisations se transforment et vivent des cadres de transformation qu'elles subissent. Je pense à des transformations sociétales. Aujourd'hui, on a beaucoup d'organisations pour lesquelles il y a des enjeux de rendre des comptes sur les dimensions RSE, par exemple, sur l'impact carbone, enfin, ce genre de choses. Et ces transformations-là, elles sont de nature à changer les systèmes de pilotage qu'on met en place parce qu'il faut produire des éléments, il faut rendre des comptes sur l'impact qu'on peut avoir, par exemple, sur les émissions de CO2, ce genre de choses. Donc, on voit qu'on a des cadres de transformation sociétale, on a des transformations générationnelles. On n'a pas le même rapport au travail pour les jeunes générations que pour celles qui sont là depuis un certain temps. On a des transformations sur les pratiques, on fabrique différemment nos produits, nos applications quand on est dans l'IT, où nos métiers évoluent sur nos méthodologies et nos façons de faire. On a évidemment des transformations technologiques avec
le numérique qui nous envahit, des nouveaux outils qui arrivent en permanence, des facilités de collaboration. On a des crises également qu'on vit. Le Covid a été une crise qui a été assez marquante à ce titre-là parce qu'elle a changé assez radicalement et très rapidement tout un tas de pratiques ou tout un tas de modes de fonctionnement, en tout cas dans les organisations, adossés à des systèmes de management. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand on essaye de piloter, il faut accepter le fait qu'on est dans un environnement qui est suffisamment mouvant pour que le pilotage ne soit pas une science exacte et absolue à laquelle on peut apporter des réponses instantanées et définitives. Et donc, les analystes parlent d'un monde qui est VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est la réalité de nos organisations. Et donc, dans cet environnement-là, l'objectif aujourd'hui qu'on a, c'est de vous remettre un certain nombre de fondamentaux qui s'affranchissent un petit peu de tous ces cadres de transformation et donc qui sont un petit peu plus agnostiques aux méthodologies ou aux effets de mode qu'on peut retrouver dans le pilotage pour remettre des fondations et des bases sur le pilotage. Alors, le premier élément, c'est déjà de partager ensemble ce qu'est le pilotage. Aussi bête que ça puisse paraître, on peut y mettre des définitions différentes et on peut comprendre des choses assez différentes sur le pilotage. D'abord, un système de pilotage, c'est un système qui va nous permettre de prendre des décisions. Donc, quand on est dans l'informatique, on parle de système d'information décisionnel. L'objectif, c'est qu'on puisse prendre des décisions par rapport à des informations qu'on va récupérer ou qu'on va collecter. Et ces décisions, elles visent trois grands pans, on va dire, dans nos organisations. Les premiers, c'est de s'assurer qu'on atteint nos objectifs stratégiques et opérationnels. Donc, on a des éléments qui nous permettent, quand on fait un projet, par exemple, de répondre aux objectifs, donc de mesurer ça, de sécuriser le fait que ce soit faisable, de comprendre si c'est faisable au travers de questions autour du financement. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les moyens humains? Est-ce que j'ai des compétences? Est-ce que le planning est réaliste? Ce genre de choses. Et in fine, c'est s'assurer que quand on réalise ces projets, quand on développe des produits, peu importe, on le fait de manière pérenne pour l'organisation. C'est-à-dire qu'on le fait sans mettre un niveau de charge qui soit trop important pour les équipes, sans mettre un niveau de charge qui soit trop faible pour les équipes, de manière à entretenir aussi une motivation. Donc, on s'assure à la fois qu'on atteint les objectifs, que c'est faisable et qu'on est au bon niveau en termes de delivery, de faisabilité. Et un système de pilotage, quand on parle de pilotage, il y a trois grandes fonctions qu'on va retrouver dans tous les systèmes, tous les outils, toutes les pratiques. La première grande fonction, c'est des fonctions qui permettent de réagir, d'avoir des alertes. Donc, on va retrouver des éléments qui vont nous permettre de remonter, d'escalader des alertes pour comprendre qu'il y a un problème à gérer et éventuellement, si possible, mettre des actions en place pour traiter ces problèmes-là. On va également avoir des éléments qui vont nous permettre d'essayer de comprendre ce qui va se passer demain, que ce soit sur les dépenses, que ce soit sur les charges des équipes, sur les plans de charge des équipes, que ce soit sur le delivery, sur les plannings ou sur des jalons, des étapes importantes qu'on attend. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont autour de l'anticipation pour voir demain ce qui va se passer. Et in fine, c'est également aussi des systèmes qui vont nous permettre des mécanismes pour prendre des décisions, qui vont nous aider à prendre ces décisions. L'IA joue un rôle important là-dedans, de plus en plus, notamment en essayant de digérer tout un tas d'informations et de mettre en perspective les éléments importants qui méritent d'être mis en visibilité pour permettre d'enclencher la prise de décision. Mais quand on dit ça, et quand on parle du pilotage, ça s'inscrit toujours par rapport à une finalité d'une organisation et dans un environnement. Et je veux juste développer ça parce que je pense que ce point-là, c'est un des points essentiels du webinaire aujourd'hui, c'est de comprendre qu'une organisation, une entreprise, a sa propre finalité et sa finalité détermine directement ce qu'elle va être amenée à piloter. Et il n'y a pas deux systèmes de pilotage qui se ressemblent parce qu'il n'y a pas deux organisations qui ont strictement la même finalité, quand bien même elles sont dans des environnements concurrentiels. Et le deuxième élément, c'est que cette finalité de l'organisation, et je vais vous l'illustrer pour rendre ça plus concret, elle s'inscrit aussi dans un environnement et une culture d'entreprise. Et si on s'affranchit de comprendre l'environnement dans lequel on met un système de pilotage, la maturité des acteurs, ce genre de choses, la culture de l'entreprise, en général, on rate sa transformation, on rate ça parce que finalement, on n'est pas en mesure de s'assurer que la population qui va utiliser le système, qui va être impliquée sur ces pratiques ou ces méthodes ou ces process ou ces outils qu'on va mettre en place, est en capacité finalement de produire l'information dont on a besoin. Juste pour illustrer ce concept-là, je vais vous donner un exemple qui est, je pense, assez symptomatique. C'est si on prend deux directions de système d'information, donc deux entités informatiques dans des entreprises. On peut prendre la DSI, par exemple, de Google et la DSI de l'armée de terre française, ou
ça serait valable dans d'autres pays. C'est deux organisations qui font le même métier, c'est-à-dire qu'elles produisent de l'information, elles produisent des systèmes qui maintiennent l'information, donc des applications. Elles les fabriquent et puis derrière, elles doivent les maintenir en condition. Elles doivent les faire vivre, les maintenir, les corriger s'il y a des problèmes et les faire évoluer. Donc, on peut se dire, sur le papier, elles font le même métier. Qu'est-ce qui fait qu'elles auraient des systèmes de pilotage différents? Dans un cas, on a une organisation qui est très centrée sur l'innovation, Google, et donc qui va avoir un pilotage assez permissif, où on va donner grosso modo des visions chapeau, et on va laisser beaucoup d'autonomie aux équipes pour elles-mêmes décider ce qu'elles font et comment elles le font, parce que c'est une entreprise qui est très centrée sur l'innovation. Et donc, elle va avoir un système de pilotage qui ne va pas être granulaire, on ne va pas chercher dans le détail à savoir ce qui se passe, on est sur les grandes masses. A contrario, l'armée de terre, quand elle met en place des applicatifs qui servent des opérations sur le terrain, elle peut évidemment pas se permettre d'avoir des systèmes qui ne sont pas parfaits, elle ne peut pas être dans des logiques d'apprentissage ou de test and learn, et donc elle va avoir un système de pilotage très centré sur les gates de sécurité pour mesurer que toutes les conditions de sécurité requises en termes de cybersécurité, etc., sont bien validées, parce que si on est sur un terrain d'opération, évidemment, les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc on voit bien que la finalité de l'organisation, Google d'un côté, l'armée de terre, centre le même métier qui est le métier de l'IT de manière très différente dans son système de pilotage. Donc, si on ne comprend pas votre environnement, si vous ne vous interrogez pas sur quelle est ma finalité et quel est l'environnement, vous aurez du mal à comprendre si votre système de pilotage est un système qui peut fonctionner ou pas derrière. Une fois qu'on a parlé du système de pilotage dans sa globalité, nous, ce qu'on va essayer de développer, ce que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est 3 axes pour vous donner quelques clés de lecture et quelques clés de compréhension là-dessus. La première, c'est ses finalités, ses exigences, et parler de modèle de pilotage. Le deuxième, c'est vous donner des éléments assez concrets sur ce qu'on peut mettre en place en termes de pilotage, avec un pilotage qui se voudra, on va le voir, agile et frugal. Et enfin, le dernier pan que je vais développer, c'est quand on parle de pilotage, ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de sujets, et tout le monde n'a pas les mêmes besoins, et peut-être que ce n'est pas forcément un outil unique qui répond à ça. Et donc, on va parler de l'urbanisation du système d'information de pilotage, mais c'est essayer de décrypter dans la famille des outils de pilotage quel outil répond à quelle famille d'outils répond à quel type d'usage derrière. Hop. Alors, premier élément, finalité, exigence et modèle. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la finalité de l'organisation, elle est déterminante. Donc, je ne vais pas reprendre l'exemple de Google et de l'armée de terre, mais on a des organisations qui sont très centrées sur le marché, qui doivent produire dans des temps ce qu'on appelle du time to market. Il y a des organisations qui portent des sujets d'innovation, d'autres qui sont plus dans l'exécution de ce qu'on leur demande de faire. Elles n'ont pas la responsabilité de l'innovation directement. Des organisations qui sont perçues comme des centres de services qui doivent apporter de la valeur, d'autres comme des centres de coûts parce qu'elles sont plus dans l'exécution. Donc, premier élément, avant de définir un système de pilotage, avant de définir des pratiques de pilotage, et en particulier de pilotage de projet, il faut avant tout comprendre ça. La deuxième étape qui est importante, c'est avant, là aussi, d'aller plus en avant sur un système, c'est essayer de comprendre à quelle exigence le système de pilotage va devoir répondre. Quand vous faites du pilotage de projet, il y a des éléments dont, en tant que chef de projet, vous avez besoin pour mener à bien votre projet, pour collaborer avec vos équipes, mais vous avez aussi des comptes à rendre, parce qu'on vous demande de rendre des comptes auprès de votre management, auprès de la direction, auprès de certains salariés qui vont être les usagers peut-être de votre système si c'est un système interne ou de vos clients si c'est un système que vous allez déployer à l'externe. Vous avez peut-être des exigences réglementaires auxquelles vous devez répondre. Une organisation, de toute façon, est contrainte par un certain nombre de réglementations qui existent dans son pays. Ça peut être des réglementations autour du juridique, autour de l'auditabilité, sur le respect de contraintes réglementaires, environnementales ou autres, qui sont soit imposées par l'État, soit imposées par des conventions collectives ou des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'avant de comprendre quel système de pilotage on va mettre en place, il faut comprendre quel compte on va devoir rendre en externe du projet et en externe de l'entreprise même, et en interne également de l'entreprise vis-à-vis des actionnaires, du management, des salariés, etc. Si on ne décrit pas ces exigences-là, on risque de passer à côté d'un certain nombre d'éléments sur lesquels on devra rendre des comptes par ailleurs. Dernier élément ici, pour un système de pilotage, pour qu'il fonctionne, il faut prendre en compte un certain nombre de dimensions. Et dans les dimensions qu'il faut prendre en compte, il y en a une qui est centrale, qui est la culture de votre entreprise. On ne peut pas tout à fait mettre un système de pilotage en place de la même manière quand on est dans une organisation qui vient de se créer, où tout est à créer, et on essaye de créer un ADN commun sur les pratiques,
Et quand on arrive dans une organisation qui a 100 ans d'existence, qui a des pratiques, qui a une culture qui lui est propre, et avec, je dirais, une résistance au changement un petit peu plus importante. Donc, c'est important de comprendre l'environnement dans lequel on est, la maturité des équipes, la culture de l'entreprise, pour définir un système de pilotage qui soit cohérent et qui soit acceptable et adopté par les populations qui vont l'utiliser. Et donc, pour le faire, il faut s'interroger sur ce qu'on appelle, nous, un modèle de pilotage, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments qu'il faut définir avant de se lancer là-dessus. Premier élément, c'est des principes managériaux. Il faut comprendre quels sont les mécanismes managériaux. Là aussi, on n'a pas les mêmes systèmes de management dans l'armée, et c'est très bien comme ça, et dans des organisations qui sont plus portées sur l'innovation. Et il y a tout un tas de couleurs entre ces deux extrêmes qu'il convient d'appréhender pour voir quel est le système de management derrière. Il y a des règles d'or également à définir sur ce qu'on cherche à faire. Je pense qu'il y a des principes qui doivent être évoqués très clairement quand on met un système de pilotage pour comprendre et expliquer aux participants, aux chefs de projet, aux acteurs du pilotage, quelles sont les intentions qui sont derrière ce système de pilotage. Le risque, c'est qu'on ne communique pas sur ces règles d'or-là et qu'on se retrouve avec des sentiments de tiens, ils me demandent de faire ça parce qu'ils veulent faire du flicage ou parce qu'ils veulent contrôler ce que je fais pour, in fine, derrière, peut-être me sanctionner sur un plan RH, etc. Donc, l'idée, c'est de dire quelle est l'intention qu'on a sur ce dispositif de pilotage et le partager très clairement, parce que c'est évidemment beaucoup plus clair quand on sait que l'objectif, c'est de progresser collectivement. Ce n'est pas la même chose que si c'est d'avoir une évaluation sur sa capacité à piloter correctement les projets. Il faut également définir un cadre de gouvernance au niveau de l'organisation et un RACI, c'est-à-dire être capable d'expliquer qui prend quel type de décision, qu'est-ce qui fait que certaines décisions méritent d'être escaladées et d'autres peuvent être prises à l'intérieur même d'un projet et par qui elles peuvent être prises. Donc ça, c'est des choses qui doivent être définies. On doit également s'appuyer sur un certain nombre de pratiques qu'on va chercher à déployer. Donc, expliquer, c'est pas tout de mettre un outil, il faut expliquer comment on s'y prend quand on est chef de projet pour mettre à jour un planning, mettre à jour un plan de charge. Est-ce que ça appelle à des rituels qui doivent être mis en place pour travailler avec ses parties prenantes, travailler avec des externalités du projet avec lesquelles on va avoir des dépendances. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait aussi autour des pratiques et des rituels d'animation. On ne met pas de système sans s'interroger sur les compétences et les niveaux de maturité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de référentiels du marché qui existent aujourd'hui, du PMBOK ou d'autres, ou du Prince2, qui permettent de définir un cadre, mais qui souvent est beaucoup trop complexe, beaucoup trop avancé par rapport à la maturité de certaines organisations. Donc, c'est important de comprendre ça pour savoir qu'est-ce qu'on cherche à inculquer comme culture de pilotage. Et il y a, on va le partager dans la diapositive d'après, quelques fondamentaux qui ressortent de l'ensemble des référentiels méthodologiques. Mais bien comprendre quelles compétences on a et quelles compétences on veut avoir demain pour pouvoir alimenter le système de pilotage, puisqu'il faut avoir les compétences pour produire la donnée qui soit utile à la prise de décision derrière. Et en bout de ligne, une fois qu'on a défini tout ça, qui peuvent appeler des plans de montée en compétences, évidemment, ou des plans de formation, on s'interroge à la fin sur, OK, mais de quoi j'ai besoin en termes de tableau de bord, de reporting pour faire mon pilotage, de quels outils j'ai besoin. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, ce qui arrive à la fin du dispositif. Maintenant, si on s'interroge sur le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en termes de pilotage et qu'est-ce qu'on peut faire, le premier élément, c'est qu'il faut partager pour une organisation qui a une maturité faible ou qui cherche à franchir un palier de maturité, une sorte d'ADN de pratique commune. On parle souvent, nous, de dénominateur commun de pratique de pilotage. On a des organisations où les maturités, les pratiques et les métiers imposent d'avoir des spécificités dans les pratiques de pilotage. Et c'est légitime, ça existe dans toutes nos organisations. Pour autant, on peut s'interroger sur quelques fondamentaux. Et notamment, quand on lance un projet, on sait qu'il y a des facteurs de réussite qui sont très liés de projet, de réussite de projet, qui sont très liés au fait que le cadrage a été plus ou moins bien fait. Donc, pour le faire, on peut s'appuyer, il y a des fondamentaux autour des business cases. On peut utiliser des business cases simplifiés qui sont des guides méthodologiques. Ça se trouve, vous tapez sur ChatGPT, vous trouverez tout de suite un plan de business case qui permettent de cadrer des projets simplement et de s'interroger sur des dimensions clés du projet. Donc, on va essayer d'abord de travailler sur les fondamentaux de la gestion de projet. Et quand on parle des fondamentaux de la gestion de projet, le risque qu'on observe souvent dans beaucoup d'organisations, c'est comme on a des acteurs qui ne sont pas tous en maîtrise du pilotage, le réflexe qui est humain, et il n'y a pas de jugement de valeur dessus, c'est de dire je vais essayer de mettre un système très détaillé avec beaucoup de choses parce que comme je ne sais pas précisément à ce stade-là ce dont j'ai besoin, en ayant beaucoup de détails, quand demain j'aurai un problème ou je chercherai à piloter quelque chose,
j'aurais juste à aller piocher de l'information dans ce détail et du coup, je pourrais y répondre. Donc ça, c'est un réflexe inconscient, mais qu'on a dans beaucoup d'organisations, à la fois sur les systèmes de gouvernance d'entreprise, mais également sur la gestion opérationnelle d'activités ou de projets. Et c'est catastrophique parce que ça demande beaucoup de mobilisation, ça mobilise beaucoup d'efforts et ça crée des systèmes où il y a beaucoup d'informations qui est produite, mais finalement avec peu d'usage derrière. Donc on a nous, on a audité beaucoup de projets où il y avait toute une quantité d'informations qui étaient très chronophages à produire pour les équipes, mais qui finalement alimentaient personne derrière et qui donnaient lieu à aucune prise de décision. Donc l'important là-dessus, c'est d'être frugal et de s'interroger sur ces fondamentaux qu'on veut partager avec vous. Les fondamentaux, c'est que quelle que soit la typologie de projet que vous gérez, vous aurez toujours des engagements clés auxquels vous devrez répondre. Vis-à-vis de vos clients, vous avez pris des engagements, il faut que vous puissiez leur expliquer comment vous les tenez ou pas. Donc, ça peut être des livrables, des jalons, peu importe, des gates de validation. Donc, les engagements clés. Mettre sous contrôle les engagements clés de votre projet. Sur quoi je me suis engagé, sur quoi je dois rendre des comptes. Avoir une vision entre des moyens que vous définissez à un moment donné, qu'ils soient en jours ou en euros, peu importe, ou en dollars, entre qu'est-ce que va me coûter mon projet, où j'en suis à un instant T, donc le réviser au travers de prévisions. En gestion de projet, on parle d'estimer à fin souvent, et essayer de mesurer ce qu'on fait réellement pour comprendre si on est en écart. Donc ça, pareil, quelles que soient les méthodologies, quand bien même on est dans des méthodologies agiles, on ne s'affranchit pas de définir à un moment donné ce que va coûter un projet, ce qu'on pense qu'il va coûter, de voir si cette prévision elle est juste et de la réviser et de comprendre ce qu'on dépense réellement là-dessus. On a également besoin de se projeter globalement sur la mobilisation, l'effort qui va être mobilisé auprès des équipes. Donc, on parle de projection macroscopique des jours hommes. Donc, avoir des plans de charge macro et identifier les risques majeurs. Ces 4 items, les engagements clés, le budget, prévision réelle, la projection macro des charges des jours et les risques majeurs, quelles que soient les méthodologies, on va les retrouver dedans et on peut les mettre sous contrôle relativement simplement. C'est ce que s'efforcera de vous montrer Martha dans la plateforme Smartsheet juste après. La recommandation qu'on fait, c'est de faire simple. Il y a quelque chose qui existe depuis assez longtemps, qui est répandu dans l'informatique et qui vient de l'aéronautique, mais qui est d'appliquer le principe KISS, Keep It Simple, Stupid. C'est garder les choses simples dans un premier temps et complexifier dans un second temps, mais pas aller trop vite, je dirais, sur les indicateurs. Donc, avoir quelques KPI simples qui répondront à vos enjeux de pilotage. Et évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut l'animer derrière. Donc, il faut avoir des personnes qui sont en charge d'accompagner les opérationnels, d'accompagner la gouvernance pour la faire vivre, pour développer les compétences, pour partager des pratiques, pour acculturer la communauté, pour donner des formations et aider les personnes à produire de la donnée de qualité derrière. Dernier point que je voudrais vous partager avant que je donne la main à Martha, c'est qu'on peut aussi avoir l'impression, quand on regarde les outils du marché, que tous les outils font tout, parce que le jeu des éditeurs, et je le dis avec beaucoup de bienveillance Martha, mais c'est aussi de montrer vis-à-vis des cabinets d'analyse qui cochent toutes les cases du sol au plafond. Qu'à la fois, ils sont bons sur des briques de pilotage très macro, sur ce qu'on appelle la gestion de portefeuille, et également sur la partie très opérationnelle. La réalité, c'est que, comme dans toutes les organisations, les systèmes d'information, ils ont des forces et des faiblesses. Ils sont plus ou moins bons sur certains domaines. Et dans le pilotage, on n'échappe pas à ça. Il n'y a pas un ERP magique qui répond à tous les enjeux de nos clients. Et donc là, on distingue 3 grandes familles d'outils. Des outils de gestion de portefeuille qui vont être des outils centraux dans l'organisation où on va pouvoir consolider, harmoniser une façon d'avoir du reporting et harmoniser un certain nombre de pratiques de pilotage communes à tous, notamment pour piloter des budgets, pour piloter des arbitrages, pour piloter les cycles de priorisation. On va avoir des outils plus verticalisés en centrale qui sont centrés sur la gestion de projet, l'exécution et la gestion des ressources. Et on va avoir d'autres familles d'outils qui vont être plus centrés sur le work management, c'est-à-dire la collaboration au quotidien des équipes et qui vont s'approcher beaucoup plus du métier des équipes. Et clairement, Smartsheet se situe à la fois dans la brique du milieu gestion de projet, même s'ils font également des choses sur la partie gestion de portefeuille, et sur la brique collaborative, gestion work management et collaboratif. Et c'est ce que Martha illustrera. Et donc, le message que je veux faire passer ici, c'est de dire, si à un moment donné se pose la question pour vous de savoir quel outillage vous avez besoin de mettre en place, il faut bien comprendre que l'outil que vous retiendrez permettra peut-être pas de répondre à tous les enjeux. Et donc, c'est intéressant de s'interroger sur quels sont les usages dans mon organisation. Qu'est-ce que je cherche à outiller? Est-ce que c'est des pratiques opérationnelles? Est-ce que c'est des pratiques qui me permettent d'avoir une consolidation, une vision un peu globale de là où on en est? Est-ce que c'est vraiment une logique avancée de gestion de portefeuille avec des arbitrages, etc. Et comprendre qu'il y a des familles d'outils différentes qui existent sur le marché et qui permettent
voilà, de répondre à ces pratiques spécifiques. Martha, je te propose de prendre la main. Merci beaucoup, Benjamin. Je vais aller et partager mon écran. Alors, on va repasser maintenant d'un point de vue démo plusieurs points que Benjamin a mentionnés pendant sa présentation. Donc, on va tout d'abord commencer d'un point de vue de roadmap et comment est-ce qu'on peut gérer cette vue depuis un portfolio, plus d'un niveau haute, jusqu'au détail individuel d'un projet. Donc, ce que j'ai ici, c'est un exemple de comment on pourrait représenter ce roadmap pour votre propre entreprise. Évidemment, tous ces tableaux de bord qu'on va voir aujourd'hui et les environnements de travail peuvent être complètement customisés. D'accord, donc on va commencer avec notre prise de demande, qui est une partie de notre roadmap où on peut utiliser nos formulaires dans Smartsheet pour recevoir notre demande dans une feuille directement. Okay. Moi, personnellement, ici, j'ai mis le formulaire directement sur le tableau de bord, mais ce formulaire n'est pas nécessairement disponible que aux personnes qui ont une licence Smartsheet. C'est un lien qui peut se partager à des employés externes ou des consultants externes, des personnes externes, okay, pour recevoir de l'information directement sur notre feuille. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va faire un exemple de création de projet, mais évidemment, on peut utiliser ces formulaires pour recevoir d'autres types d'informations. Okay. Mon environnement, pour l'exemple d'aujourd'hui, est classifié en 2 types de projets. Et ensuite, j'ai quelques exemples de programmes, classification programme. Et ensuite, c'est directement lié à mon portfolio. Mais évidemment, si vous voulez classifier votre environnement portfolio par initiative ou par objectif différentes que vous avez par programme ou par département, on peut rajouter d'autres niveaux de classification du portfolio. Mais pour aujourd'hui, on l'a laissé comme ça, plutôt du côté simple pour que ça soit assez clair. Donc, je vais choisir un de mes 2 types de projets. Ensuite, on peut lier directement le formulaire à la personne qui va le soumettre. Comme ça, on peut envoyer une alerte ou envoyer en email en confirmant, voilà, votre demande de projet a été bien reçue sur la feuille. Okay, donc, on va aller choisir un exemple, c'est-à-dire webinaire 6, 12 décembre. Pour aujourd'hui, okay, faire un petit test ici. Je vais choisir un de mes programmes comme exemple pour aujourd'hui. Et je vais me donner un petit budget. Comme vous avez vu, j'ai rajouté un peu de logique sur mon formulaire, ce qui veut dire que, dépendant un peu de mes réponses, je vais peut-être devoir répondre à d'autres questions. Et même chose pour mon budget. On peut par exemple dire, voilà, si on reçoit une demande pour un projet qui a un budget au-delà de 25 000, on a besoin de 2 niveaux d'approbation, par exemple. Ça, c'est des automatisations qu'on peut créer directement au niveau du formulaire et cependant alors au niveau ainsi au niveau de la feuille. D'accord. On va donner un budget comme ça ici. Et on va le lier à un de nos initiatives d'entreprise. Toutes ces questions, évidemment, et ce formulaire peut être complètement, encore une fois, customisé. On va nous donner quelques mois pour cet exemple. On va aller soumettre. Tout simplement, ce que j'ai fait ici, c'est envoyer cette requis directement sur ma feuille. Et ici, sur mon tableau de bord, j'ai un petit sommaire de tous les différents projets qui ont été envoyés, approuvés et qui peut-être sont déjà en exécution en ce moment ou qui ont été rejetés à cause du budget ou une autre raison. On va rentrer sur notre feuille. Pour vous donner un tout petit peu de contexte d'un point de vue Smartsheet, le cœur de Smartsheet, c'est vraiment les feuilles. Et comme j'ai mentionné avant, ça a un petit look and feel comme Excel, mais avec des automatisations, des intégrations et d'autres opérations qui sont en train de se passer en arrière, qui évidemment donnent ce côté temps réel qu'on ne trouve pas sur d'autres outils.
Ainsi, on peut aussi voir notre information sur des différentes vues. On va voir ça au fur et à mesure de la démo, mais on n'est pas obligé à travailler d'un point de vue de grid, comme on l'appelle ici, c'est notre grid view. On peut travailler d'un point de vue de timeline ou board view, dépendant un peu de l'information qu'on est en train de regarder. Donc, cette même information, je peux la représenter beaucoup plus visuelle. Si, par exemple, je suis en train de travailler une feuille avec mes tâches, qui peut-être aurait plus de sens de le voir de cette façon ici et faire des changements assez rapides dépendant de l'équilibre que je dois faire pour mon équipe. Je vais juste retourner sur la vue où j'étais pour vous faire voir les réponses que je viens d'envoyer. Donc, en ce moment, ma demande de projet n'a pas encore été approuvée. Ce qu'on peut faire aussi dans Smartsheet, c'est que on peut provisionner et créer des projets de façon automatisée. Je vais juste faire un petit refresh. On fait ça avec une partie de notre outil qui s'appelle le centre de contrôle. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais je crois que ça vaut quand même la peine de mentionner que ça forme partie de Smartsheet, de pouvoir faire la création de projets de façon automatisée. Et ce que je veux dire par ça, c'est que une fois qu'on a recopilé et créé les templates dont on a besoin pour nos types de projets, on peut directement, avec une simple approbation sur la feuille, générer ce groupe de templates, donc des feuilles, rapports et tableaux de bord, sur lesquels on peut commencer à travailler sur notre projet. Donc ça forme aussi partie de notre plateforme. Je vais aller approuver mon projet, tout simplement pour continuer avec notre exemple aujourd'hui. Donc, au point de vue de communication, puisque collaboration, c'est l'autre partie du cœur de Smartsheet, on a plusieurs façons de communiquer dans la plateforme. Donc, tout d'abord, on a la façon la plus directe, qui est celle de la conversation, où on peut directement faire un petit à quelqu'un de notre équipe et envoyer un message en disant « Voilà, je vois que cette tâche est en délai. » Donc, on peut envoyer un message au niveau de la ligne ou au niveau de la feuille. Donc, si par exemple, on n'a pas besoin que toute l'équipe reçoit ou tout un département reçoit une alerte sur un petit délai qui a à voir avec qu'une personne, on peut envoyer ce message de façon plus détaillée sur la ligne directement vers cette personne. Et ensuite, on peut aussi se mettre à jour si on a été en vacances, comme va se passer maintenant en décembre pour la plupart des gens. Donc ça, c'est pour la communication. Une autre façon de communiquer, c'est évidemment envoyer des alertes et prévenir des risques dans le système. Donc la façon dont on peut faire ça, c'est en créant des automatisations, que j'ai mentionné avant. Et ces automatisations sont comme des alertes pour se parler entre des feuilles à travers par exemple, comme on voit ici, un reminder, une alerte, un message, en mouvement d'une ligne pour dire « Ok, ce projet a été fini, on va venir l'archiver sur notre feuille d'archivage de projet, mais on ne veut quand même pas perdre toute l'information de ce projet puisque ça nous permet de faire des comparaisons peut-être de budget d'un quarter en autre. Donc, on va avoir des différentes feuilles d'archivage pour faire ces comparaisons de projet, comme exemple. Sinon, on peut aussi créer des alertes, des workflows avec Teams ou avec Slack, si vous utilisez cela dans vos entreprises. Et on peut même générer des documents aussi avec l'information sur des feuilles. Donc, on a beaucoup d'options en ce qui est automatisation. Mais évidemment, on peut comprendre que tous ces templates, ces exemples ici, peut-être ne sont pas exactement ce que vous cherchez. Donc, vous pouvez créer votre propre automatisation de zéro depuis cette même feuille, cette même partie de l'environnement, qu'on est en train de voir maintenant. Smartsheet, c'est un outil no-code, donc tout est très, très simple à configurer et à créer, d'accord? Même comme les workflows, comme vous voyez ici, c'est une question de choisir le type d'action et trigger dont on a besoin pour envoyer notre alerte. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu la partie de demande, pardon, je vais revenir en arrière sur Demand Intake. Et on va retourner à notre roadmap. On va maintenant aller voir une vue, encore une fois, exemplaire de comment on peut prioriser notre portfolio. Donc, dans notre exemple aujourd'hui, notre distribution peut être par initiative de l'entreprise, par programme, par objectif, comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez créer tout un environnement
pour visualiser votre pipeline. Dans cet exemple, j'ai créé directement un rapport qui recopile certaines informations d'une feuille. Donc, ce qu'on peut faire dans Smartsheet, c'est regrouper de l'information de, par exemple, une feuille master sheet, on peut l'appeler, ou peut-être on veut voir que certaines colonnes de cette feuille. Donc, on va venir créer un rapport où on va avoir seulement certaines colonnes, on va rajouter des filtres, on peut faire des groupages, des sommaires. Donc, ça nous permet vraiment de organiser notre information et notre data de la façon dont on peut venir et trouver l'information qu'on veut d'une façon beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est pour le côté des rapports dans Smartsheet. Ensuite, ici, on voit tout simplement notre pipeline et les projets actifs. Évidemment, tout ça, on peut le changer. Donc, les tableaux de bord pour faire des changements sont très, très faciles. D'ailleurs, cette information vient directement, comme j'ai expliqué, de mon rapport. Mais si on voudrait faire des changements, ça, c'est toutes les options qu'on a pour créer des différentes cases, on peut l'appeler, dans nos tableaux de bord. Et évidemment, d'un point de vue plus agréable, on peut venir changer les différentes couleurs. Si on est intéressé. Martha, juste pour faire le timekeeper de notre meeting, il nous reste moins de 5 minutes. D'accord. Il y a une question de Jean-François qui demande si on peut, si j'ai bien compris, mais bien articuler à partir d'un planning que tu définirais dans Smartsheet. Si tu peux nous montrer, je pense, la feuille projet, je pense que ça va… Ok, aller directement sur un exemple projet. Oui, tout à fait. Sur un WBS, donc une décomposition d'un planning, tu peux automatiquement créer des plans d'action. Oui, à partir de ça, via les automatismes. Donc, oui, tout à fait. Mais je ne sais pas si tu es en mesure de l'expliciter ou de le montrer directement. Oui, tout à fait. On peut rentrer directement dans un exemple projet et puis on peut finir sur notre portfolio de reporting. Et si jamais, on peut mettre plus de temps individuellement qu'avec si quelqu'un veut voir quelque chose en plus de détails, sans problème. Donc là, je vais rentrer dans un exemple de projet directement. Donc, ce projet serait lié à un type de… un portfolio spécifique, évidemment, pour avoir tout en temps réel, et aussi un type de programme ou département ou la façon dont vous avez décidé de classifier ce portfolio ou ce programme. Je vais rentrer dans un plan de projet que j'espère va aider à répondre un peu à la question. Donc ici, on peut voir directement un exemple de comment on peut s'organiser dans Smartsheet d'un point de vue de allocation du temps. Je ne sais pas si c'était exactement la question, donc dis-moi si je suis sur la bonne route. Sur les plans d'action qui sont liés à des work packages, des lots de travaux, pour dire je crée mon planning et automatiquement je peux avoir des actions à mener derrière et je corrèle. Mais avec les automatismes, on sait qu'on peut créer des modèles de plans d'action directement. D'accord. Des actions sur des tâches ou… Oui, je pense que c'est des actions qui peuvent être sur des tâches. Ok. Peut-être cela pourrait aider à faire en visuel. Je sais pas si j'ai exactement la vue qu'on nous demande. Mais en tout cas, les tâches peuvent être parfaitement gérées dans Smartsheet. On a aussi toute une partie de l'outil qui se concerne sur la gestion de ressources et leurs propres tâches. Donc, en tout cas, la réponse est oui. Et vous pouvez gérer ça. Bon, ici, je suis sur un rapport, mais vous pouvez gérer ça directement depuis une feuille et ensuite avoir aussi votre visualisation Gantt avec des prédécesseurs et créer aussi des baselines. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous y travaillez. Excuse-moi, je suis en train de partager en écran entier, donc je ne vous vois pas. J'espère que c'est en train de répondre à la question. C'est par chat, Martha. Donc D'accord. Ok. D'accord. On attend le retour. Je vais continuer d'un point de vue de projet individuel, parce que je pense que c'est le point le plus critique. Donc, depuis ce tableau de bord que vous avez vu, on a directement notre plan de projet. On peut rentrer sur nos différentes RNI log, donc nos différents risques aussi. On peut voir le statut de ces risques, où on en est. Et si on rentre dans les différents risques, on peut aussi créer une vue qui nous montre l'impact et la sévérité ou la probabilité de ces différents risques. D'accord? Donc, tout ça, c'est des classifications qu'on peut créer. Et en base de cette probabilité, évidemment, on va vouloir prendre des différentes actions. OK? Donc, on va avoir des différentes priorités. Je sais qu'on est à temps. Est-ce que je peux continuer un tout petit peu, Benjamin, ou est-ce que tu veux passer ?
Moi, je veux juste faire un petit, pour faire le lien entre les sujets qu'on évoquait, que j'évoquais avant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans les dashboards que montre Martha ici, on voit que c'est assez agnostique aux méthodologies. On peut faire des plannings très simplement. On peut avoir un log de risque. C'est une IHM qui s'appuie beaucoup sur un modèle Excel, donc c'est assez facile à prendre en main pour les utilisateurs. Et tout ce qu'affiche Martha ici, c'est automatiquement mis à jour une fois qu'on a mis ça dans des feuilles Excel, en fait, enfin dans des feuilles Smartsheet, mais qui s'apparentent à Excel. Et les concepts qu'on évoquait tout à l'heure, finalement, on va les retrouver. C'est-à-dire que le planning va permettre d'afficher les livrables clés et les engagements clés. Et on peut flaguer certaines lignes pour dire, tiens, ça, c'est un engagement clé que je veux mettre en visibilité de mon management. On peut avoir des éléments sur le budgétaire assez macroscopiques. Là, on est en dollars, mais tout ça est paramétrable. Et évidemment, on peut tout mettre en français. Donc, tous les concepts qu'on a évoqués avant, on peut les utiliser très simplement dans une vue d'ensemble comme ça qui va s'appuyer sur quelques onglets clés qu'on va mettre à jour. Le plus important dans tout ce qu'on montre là, au-delà des capacités de la plateforme, je pense que c'est de comprendre que c'est un peu comme un Excel, donc on peut faire évoluer ça assez facilement en fonction des usages observés. C'est-à-dire, est-ce que les gens comprennent bien ce qu'on met? Est-ce qu'il faut rajouter des choses, en enlever? Donc, c'est quelque chose qui permet de faire ce qu'on appelle du test and learn, et c'est une grosse force de la plateforme. Donc, c'est pour ça que je disais, quand on n'est pas encore complètement mature sur ce qu'on veut faire en termes de pilotage, c'est important d'avoir une plateforme ou un outillage qui est très souple pour que vous puissiez l'adapter et le faire évoluer par rapport à ce que vous observerez sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et je pense que c'est ça le message important. Maintenant, je pense qu'on est au bout du timing, Martha, mais si tu veux prendre 2 minutes peut-être pour présenter d'autres choses que tu voulais avant qu'on… Tout à fait. Je vois qu'on a toujours en groupe de personnes qui ont pu rester avec nous. Donc, je vais continuer pendant 2 minutes. Ça va? Oui. Ok, parfait. Il y avait juste quelques autres points à mentionner. Bon, Benjamin a déjà fait un petit emphasis sur le budget, mais évidemment, c'est aussi quelque chose qu'on peut y travailler et tracer dans le système. Donc, on peut créer directement des rapports qui viennent de nos budgets, travailler probablement sur des feuilles aussi. Donc, toute cette partie-là de vos projets est traçable. Et je voulais juste continuer d'un point de vue, et j'ai pas beaucoup de temps, donc finir dans ce qui est le reporting de votre portfolio entier. Pourquoi? La raison, c'est parce que depuis ici, ce que vous pouvez faire, c'est faire votre classification par programme. Okay, donc, c'est important d'un point de vue de voir vos informations en temps réel. Donc, d'ici, le chef de, par exemple, le département de finance ou le programme, dépendant du vocabulaire que vous utilisez, ou d'opération ou de vente, va avoir son propre espace depuis lequel il ou elle peut travailler, mais cette information arrivera directement en temps réel sur notre portfolio de reporting entier. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que Smartsheet arrive à faire une solution complète par portfolio, programme, département et projet individuel. Ensuite, avec la complexité, comme Benjamin a dit, que vous voulez, si c'est plutôt d'un côté plus ou moins mature, dépendant un peu où se trouve votre entreprise. Ça, c'était un peu le point où je voulais finir avec la vue des différents départements directement en temps réel. Merci Martha. Une petite question, mais on va y répondre après. Juste, je prends votre question, Jean-François, sur est-ce que le modèle présenté est accessible. Donc, je pense qu'il y a une question de savoir si ce modèle que tu as présenté, Martha, est partageable directement. Donc, là où je suis maintenant? Oui, je pense que c'est l'environnement que tu as présenté. Est-ce qu'il fait partie des templates partagés sur la plateforme ou pas? Oui, donc dans Smartsheet, on a ce qu'on appelle toute une template galerie. Donc, une galerie où vous avez plusieurs exemples d'environnement. Et il y a des choses très similaires à ce que je viens de présenter. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer de zéro quand vous rentrez dans la plateforme. Donc, vous pouvez commencer depuis là et puis évidemment travailler ces environnements avec votre propre information. Et puis, si la question, c'est plutôt d'un point de vue de partage, vous pouvez partager les différentes tableaux de bord et environnements de Smartsheet avec évidemment d'autres collègues qui travaillent dans Smartsheet. Et aussi, on a l'option de publier quelque chose. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que je peux par exemple publier le tableau de bord que je vous montrais là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que ça va me donner un petit lien que je peux partager avec des personnes externes qui peut-être ne travaillent pas dans Smartsheet directement, mais qui pourront voir l'information de ce projet ou de mon portfolio en temps réel. Donc, vous avez la possibilité de vraiment utiliser ça avec des personnes internes et externes. Merci Martha.
Alors, juste pour conclure ce webinaire, qui était une introduction, juste vous partager s'il y a quelques points clés qu'on voudrait vous faire retenir nous, sur les concepts qu'on a partagés avec vous aujourd'hui. Un, c'est il faut bien réfléchir à la finalité de votre organisation et aux exigences auxquelles vous devez répondre. Et pour le faire, il faut que vous preniez le temps de définir ce qu'est votre modèle de pilotage. Ce n'est pas quelque chose qui est très chronophage, mais ça vaut le coup de se poser ces questions-là et d'essayer d'y répondre. Ayez bien en vigilance la culture et la maturité de votre organisation et des personnes qui vont contribuer. Voilà, quand on vient de passer le permis, en général, on ne conduit pas tout de suite une Ferrari. Donc, c'est important de prendre ça en considération pour avoir quelque chose qui fonctionne. Dans le doute, privilégiez toujours la simplicité. Il y a ce concept qui est facile à retenir, qui est « keep it simple, stupid ». Et je pense qu'il faut s'appliquer parce qu'il faut commencer par des choses simples. Et dernier point, c'est rentrer dans une logique où vous allez essayer de mesurer ce qui marche et ce qui ne marche pas derrière, notamment avec des approches de test and learn. Voilà ce qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez qu'on vous envoie le support de présentation, c'est tout à fait possible. On vous enverra en sortie de ce webinaire un questionnaire de satisfaction qui nous permet, nous, de nous améliorer derrière. Et vous pourrez, par l'intermédiaire de ce questionnaire, nous demander à avoir le support si vous souhaitez l'avoir et on vous l'enverra avec plaisir. Merci beaucoup, Martha, pour la démonstration. Merci à tous pour votre participation. Et si certaines personnes ont des questions, on est à votre disposition pour rester quelques minutes et y répondre. Tout à fait. Et sinon, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde qui a pu venir. Merci. Merci, Arnaud.